Je vais présenter rapidement le jury. Donc, on a deux rapporteurs, Jonathan Plett, qui est là, chercheur au Hawkesbury, comment ça se dit? Hawkesbury Institute for the Environment, Université de Sydney, Australie. Gaël Le Cellier, donc maître de conférence HDR à l'Université de Versailles. Michel Dran, professeur émérite Université de Paris-Sud, Paris-Saclay. Valérie Burtet-Saramegna, maître de conférence UNC. Laurent Magia, qui est de l'autre côté, chercheur HDR CIRAD. Donc, monsieur Fabien Cariconde, chercheur Institut agronomique, n'est pas présent pour des raisons de santé. Et puis donc moi, Hamid Amir, je suis professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc on va commencer. Julia Soerto, vous allez nous exposer votre thèse intitulée « Maladies fongiques et profils de vulnérabilité, le cas de la rouille des myrtacées, Ostropyxinia psidi en Nouvelle-Calédonie ». Vous avez environ 45 minutes. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bonjour, Mesdames et Messieurs, membres du jury. Merci d'avoir accepté d'évaluer ce travail de thèse. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de ma thèse dont le sujet s'intitule « Maladies fongiques et profils de vulnérabilité, le cas de la rouille des myrtacées, Ostropyxinia psidi en Nouvelle-Calédonie ». J'ai effectué cette thèse au sein de l'Institut agronomique néo-calédonien sous la direction de Laurent Magia et le co-encadrement de Fabien Cariconde. J'ai bénéficié du prix d'encouragement à la recherche de la province Sud, d'un complément de bourse de l'IAC, ainsi que d'une convention de recherche avec l'entreprise minière Glencore. Je vais commencer cette présentation par une introduction générale pour vous resituer le contexte de cette étude. Donc, dans un contexte de changements globaux et d'intensification des activités humaines, on assiste aujourd'hui à une accélération des mouvements des pathogènes qui vont mettre à mal la santé des plantes, la sécurité alimentaire et également la biodiversité. Ces maladies peuvent être provoquées par des champignons, des bactéries, des nématodes et des virus. Et vous avez ici représenté quelques exemples de maladies de plantes cultivées, telles que le mildiou de la pomme de terre provoqué par Phytophthora infestans et la périculariose du riz provoquée par Magnaporte oryzae. La plupart des études qui s'intéressent aux maladies chez les plantes se sont surtout focalisées sur les espèces cultivées. Mais les phytopathogènes constituent une menace importante pour les écosystèmes forestiers avec lesquels ils n'ont pas coévolué. Vous avez sur ce schéma une tendance positive du nombre de pathogènes exotiques qui a été relevée dans les écosystèmes forestiers du monde et durant ces 30 dernières années. À droite, vous avez une photo qui vous illustre des cas de mortalité importantes qui se déroulent dans les forêts californiennes et qui impactent une espèce dominante qui est Lithocarpus densiflorus et qui est attaquée par le pathogène Phytophthora ramorum. Dans cette thèse, je me suis intéressée à une maladie impactant des espèces forestières et qui se nomme la rouille des myrtacées. C'est une maladie foliaire provoquée par le champignon pathogène Ostropyxinia psidi, classé dans la famille des Sphaerophragmaceae. Ce pathogène, il impacte l'ensemble des plantes qui appartiennent à la famille des myrtacées. Et il se reconnaît par la masse de spores jaune-orangé qu'il va produire à la surface des organes en croissance de l'appareil aérien, donc c'est-à-dire les feuilles, les bourgeons, les fleurs, les fruits et les tiges, avec des conséquences néfastes sur la photosynthèse et la reproduction. Le cycle de ce pathogène peut être qualifié de macrocyclique puisqu'il comporte 4 types de spores différentes. C'est également un cycle autoïque puisqu'il se déroule sur la même plante hôte. Ostropyxinia psidi, c'est ce qu'on appelle un champignon biotrophe qui va maintenir en vie sa plante hôte pour pouvoir compléter son cycle. Ce champignon, il se reproduit majoritairement par reproduction asexuée en multipliant plusieurs fois son stade urédospore. La reproduction sexuée est possible au stade basidiospore, mais dans certaines conditions. La région d'origine de ce pathogène se situe en Amérique du Sud et centrale, et c'est également le berceau de sa diversité génétique.
Plusieurs études ont montré qu'il existait au moins 5 génotypes différents de rouille dans cette région, et spécifiquement associés à certaines espèces de myrtacées. Alors la flore locale d'Amérique du Sud est peu impactée par la maladie, et c'est probablement dû à la coévolution entre la flore et le pathogène. Cependant, dans certaines conditions, on a pu observer des épidémies sévères qui ont impacté les cultures d'espèces natives, telles que les goyaviers, Psidium guarava, et le 4 épices, Pimenta dioica. Il y a aussi eu des épidémies sévères qui ont impacté des espèces qui ont été importées, introduites en Amérique du Sud, telles que les eucalyptus. Et il faut savoir que l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, est devenu un leader mondial dans la production d'eucalyptus pour l'industrie du bois, donc tout ce qui concerne la pâte à papier et le bois de construction. Cette maladie de la rouille est vraiment une contrainte majeure pour la culture des eucalyptus, mais également pour l'économie de ces pays producteurs. En dehors de sa région d'origine, il existe 2 souches d'Ostropouxinapsidie qui ont envahi de nombreuses régions riches en myrtacées dans le monde. Une souche dite pandémique, que vous avez représentée en jaune sur cette carte, et que vous pouvez retrouver en Amérique du Nord, en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu'une souche africaine que vous avez représentée ici en Bordeaux. L'invasion d'Ostropouxinapsidie dans le monde a eu pour conséquence une extension massive de sa gamme hôte. On compte aujourd'hui 460 espèces de myrtacées qui sont hôtes à la rouille et qui sont représentées dans 73 genres. La rouille des myrtacées, c'est donc la principale menace pour les plantes appartenant à cette famille. À ce jour, la localité la plus impactée par la rouille, c'est l'Australie, avec plus de 300 espèces hôtes. Autour de l'Australie, justement, la rouille représente vraiment une menace pour les écosystèmes insulaires et la flore de ces écosystèmes qui n'a pas coévolué avec ce pathogène. On le retrouve depuis 2013 en Nouvelle-Calédonie et depuis 2017 en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement, on se trouve dans un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire un territoire qui allie à la fois un fort taux d'endémisme, 74% pour sa flore, et des menaces anthropiques, par exemple les feux de brousse, l'activité minière et les invasions biologiques. Ce statut de hotspot induit des prérogatives de conservation de la biodiversité. Les myrtacées en Nouvelle-Calédonie, c'est la plus grande famille de plantes à fleurs du territoire, avec environ 250 espèces réparties dans 26 genres. Le taux d'endémisme de cette famille sur le territoire avoisine les 99%. Ce sont des espèces qui sont très présentes dans le milieu naturel et elles sont dites même structurantes pour les habitats. D'un point de vue économique, il faut savoir que l'une des caractéristiques les plus importantes des myrtacées, c'est leur richesse en métabolites secondaires. C'est d'ailleurs l'un des taux les plus riches parmi le règne végétal. Ces métabolites secondaires constituent véritablement un réservoir d'huile essentielle qu'il est intéressant d'exploiter, comme par exemple l'huile essentielle de niaouli. Les myrtacées, c'est aussi des plantes ornementales qu'on retrouve régulièrement dans les aménagements paysagers et dans les jardins des particuliers. Ce sont également des plantes qui sont très utilisées dans les programmes de revégétalisation des sites dégradés par l'activité minière. Les myrtacées ont aussi une valeur patrimoniale pour la Nouvelle-Calédonie, puisque plusieurs espèces sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle et en tant que bois de construction. Alors, préalablement à sa détection en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une étude de modélisation de niche écologique de la rouille qui avait déterminé que la Nouvelle-Calédonie réunissait toutes les conditions propices au développement de ce pathogène. Ces conditions propices sont représentées en rouge sur la carte. Et donc ces prédictions, elles se sont révélées exactes, puisqu'en mars 2013, on a observé le premier cas de rouille des myrtacées sur le territoire, au niveau de la commune de Farino, et sur l'espèce introduite Syzygium jambos. Un mois plus tard, de nombreuses autres détections ont été relevées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, à la fois dans le milieu naturel, mais également dans des pépinières. Donc, suite à cette détection et à l'expansion rapide des nouveaux cas de rouille, la DAVAR-CIVAP, qui est chargée de la biosécurité sur le territoire, a déployé des moyens de lutte contre ce pathogène. Donc, ces moyens de lutte comprennent un volet de sensibilisation au grand public, avec la publication de flyers décrivant les symptômes, la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance permettant à toute personne de faire des relevés de présence de rouille,
et des recommandations de gestion de la rouille au sein des pépinières. Donc, ces recommandations comprenaient des mesures de quarantaine et une éradication chimique à l'aide de produits phytosanitaires, donc des fongicides. Ces fongicides sont dommageables pour l'environnement et ils sont surtout très coûteux puisqu'il faut les renouveler plusieurs fois pour s'assurer de leur efficacité. Donc cette contrainte de l'utilisation des fongicides implique qu'on ne peut pas les utiliser en milieu naturel. Il est donc important pour la Nouvelle-Calédonie de mettre en place une méthode de lutte contre ce pathogène qui soit applicable à la fois dans le milieu naturel, mais également dans les pépinières. La sélection de plants résistants à la rouille, c'est une des solutions qui a été étudiée au Brésil pour contrôler la maladie au sein des cultures d'Eucalyptus grandis. Plusieurs études ont montré qu'il existait un contrôle génétique de la résistance à la rouille. Plusieurs QTL ont d'ailleurs été mis en évidence, dans un qui est censé contenir un locus majeur impliqué dans la résistance à la rouille chez l'Eucalyptus grandis. Ce locus, c'est Puccinapsidie resistant gene 1, situé sur le groupe de liaison 3 de la carte génétique de l'Eucalyptus grandis. Alors, suite à ces découvertes, les programmes de sélection brésiliens ont déployé des génotypes clonaux d'Eucalyptus grandis avec des combinaisons d'allèles favorables pour ce QTL. Malheureusement, quelques années après ce déploiement, la résistance de ces génotypes clonaux a été contournée par une nouvelle race beaucoup plus virulente de rouille. Malgré ce contournement, la résistance reste l'approche de lutte la plus viable économiquement contre cette maladie. Et les programmes de sélection au Brésil poursuivent leurs efforts pour trouver de nouvelles sources de résistance et des moyens d'en assurer la pérennité. Donc en s'inspirant de cet exemple brésilien, la problématique de cette étude va être de développer une stratégie de contrôle de la rouille des myrtacées basée sur la sélection de plants résistants. Cela afin de fournir aux pépinières du matériel végétal qui soit résistant ou tolérant à la maladie et de leur offrir une alternative à l'usage préventif ou curatif de produits phytosanitaires. Nous espérons également protéger une partie de la biodiversité en créant une barrière à la propagation de la rouille des myrtacées par le renforcement des populations naturelles. Et enfin, nous espérons également améliorer les connaissances sur le pathosystème Ostropouxinapsidie myrtacée. Afin de répondre à cette problématique, nous avons défini plusieurs objectifs qui vont constituer les différents chapitres que je vais vous présenter aujourd'hui. Ces chapitres ont été organisés de manière différente de ceux qui sont présents dans le manuscrit. Donc, dans un premier temps, nous allons étudier la distribution géographique de la rouille en Nouvelle-Calédonie, sa diversité génétique et sa gamme d'hôtes. Dans un second temps, nous allons voir les niveaux de sensibilité des myrtacées néo-calédoniennes face à l'infection et le potentiel pour la sélection. Et enfin, nous allons voir une méthodologie pour choisir des outils moléculaires pour la sélection de plants résistants avec une approche de transcriptomique. Donc, nous allons maintenant passer au chapitre 1, qui est un état des lieux de la présence d'Ostropouxinapsidie en Nouvelle-Calédonie, en termes de distribution, de gamme d'hôtes et de diversité génétique du pathogène. Donc, pour répondre aux objectifs de ce premier chapitre, nous avons construit une base de données de la rouille en Nouvelle-Calédonie. Cette base de données comprend à la fois les relevés issus du réseau d'épidémiosurveillance de la DAVARCIVAP, mais également d'un échantillonnage que j'ai effectué pendant ma thèse. Donc, dans cette base de données, il y a la description des symptômes effectués sur le terrain, l'identification de l'espèce hôte à partir de caractères morphologiques et des analyses moléculaires menées sur le pathogène. Donc, pour effectuer ces analyses moléculaires, j'ai fait des extractions d'ADN total, donc l'ADN de la plante et du champignon. Et à partir de ces extraits d'ADN, j'ai fait une analyse de séquençage sur 3 loci, qui sont l'ITS de l'ADN ribosomique, le locus bêta-tubuline et le locus elongation factor 1. Les séquences de ces 3 loci ont ensuite été alignées, puis comparées aux bases de données internationales afin de vérifier l'identité du pathogène. Donc, en plus de cette analyse de séquençage, j'ai aussi fait une analyse de diversité génétique en utilisant 8 loci microsatellites qui ont été préalablement mis en place par Zhang et al. 2008. Ces 8 loci microsatellites m'ont permis de réaliser le génotypage.
Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats de ce premier chapitre. Donc, vous avez ici la carte de répartition des cas de rouille en Nouvelle-Calédonie, avec en différentes couleurs les occurrences de rouille en fonction des années. Donc, en jaune pour l'année 2013, en bleu pour l'année 2014 et en vert pour l'année 2015. Donc, sur ce tableau, vous pouvez voir qu'il y a une baisse du nombre d'occurrences de rouille relevées entre l'année 2014 et 2015. Cela est dû aux conditions climatiques, mais également à un effort d'échantillonnage qui a été plus faible. Mais on peut voir qu'au niveau du nombre de taxons qui ont été infectés, on reste quand même stable. Donc vous pouvez voir ici que l'épidémie de la rouille des myrtacées est étendue sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie et que la gamme d'hôtes est en constante augmentation. Vous avez maintenant représenté ici un histogramme qui vous présente la distribution de la rouille en fonction des milieux. Donc on peut voir que la rouille est très présente dans les pépinières, mais également dans 6 types de formations végétales différentes. On a retrouvé de nombreuses occurrences de rouille, essentiellement dans les maquis de basses et moyennes altitudes et les savanes et autres formations secondaires. Ces forts taux d'occurrence peuvent s'expliquer par le fait que ce sont des milieux ouverts et densément peuplés en espèces de myrtacées. On a également relevé des occurrences de rouille dans les forêts denses et humides de basses et moyennes altitudes, mais plus faiblement que dans les milieux précédents. Donc on explique cette baisse d'occurrence de rouille par le fait que ce sont des milieux fermés et qu'il existerait peut-être une interférence physique par les espèces non hôtes. Vous pouvez voir également qu'il y a une différence dans le pourcentage d'occurrence de rouille entre les forêts denses humides sur sol volcano-sédimentaire et les forêts denses humides sur sol ultramafique. On peut faire l'hypothèse ici que les espèces présentes sur sol ultramafique présentent peut-être des adaptations au stress abiotique qui les protégeraient de l'infection. On a également fait des relevés de rouille au sein de forêts denses humides de basses et moyennes altitudes sur sol calcaire et également en forêt sèche. Ces deux types de milieux sont faiblement représentés en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que les sols calcaires sont surtout retrouvés au niveau des îles Loyauté. Et la forêt sèche, c'est un milieu dont il ne reste moins de 1% de sa surface initiale en Nouvelle-Calédonie, donc très menacé. Je vous présente maintenant ici le tableau qui résume la gamme d'hôtes d'Ostropocynapsidie en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai identifié 88 taxons qui sont hôtes à la rouille sur le territoire. Sur ces 88 taxons, il y en a 18 pour lesquels il n'a pas été possible d'identifier les espèces au niveau du genre ou de l'espèce. Mais nous avons pu identifier 67 nouvelles espèces en Nouvelle-Calédonie qui sont hôtes à la rouille et réparties dans 13 genres. Ce qui place la Nouvelle-Calédonie au second rang après l'Australie en termes de gamme hôte à la rouille. Parmi ces espèces sensibles à la rouille, il y en a 9 qui sont des espèces rares et menacées et 7 qui sont affectées au niveau de leur appareil reproducteur. Pour ces espèces, plus spécifiquement, la rouille représente une forte menace pour leur conservation et la régénération naturelle de leur population. Je vous présente ici quelques photos qui illustrent les infections de rouille sur les appareils reproducteurs d'espèces d'Eugenia. Et également un cas de mort sur un plan adulte de Metrosideros brevistylis qui a subi des infections répétées de rouille. Au niveau des analyses moléculaires, j'ai pu confirmer la présence de la rouille sur les 3 loci qui ont été confirmés, avec un taux d'identité de 99%. J'ai également déposé 8 séquences représentatives des isolats de rouille au niveau des bases de données internationales. En ce qui concerne la diversité génétique du pathogène, j'ai utilisé 70 isolats de rouille, récoltés à partir de 24 espèces différentes d'hôtes et provenant de 20 localités réparties en Nouvelle-Calédonie. Donc sur ces 70 isolats, j'ai observé une absence de diversité génétique sur les 8 loci microsatellites qui ont donc été étudiés. Cela veut dire qu'on n'a qu'un seul génotype d'Ostropocynapsidie présent en Nouvelle-Calédonie et c'est un résultat majeur pour la suite de nos travaux. Donc en conclusion pour cette partie, suite à l'arrivée de la rouille en Nouvelle-Calédonie, on a observé une baisse, voire un arrêt de la production des myrtacées au sein des pépinières. On a aussi vu que
la rouille pouvait se trouver dans 6 types de milieux naturels, préférentiellement dans les maquis de basses et moyennes altitudes et dans les savanes et autres formations secondaires. On a pu identifier 67 espèces de myrtacées qui sont hôtes à la rouille en Nouvelle-Calédonie, ce qui nous place au second rang des localités les plus impactées après l'Australie. La rouille représente un danger pour la conservation de certaines espèces qui sont déjà menacées, et la gamme d'hôtes est en constante augmentation. Nous avons également vu qu'une seule souche d'Ostropocynapsidie a été introduite sur le territoire et qu'elle se maintient dans le temps. Dans les perspectives de cette étude, il serait nécessaire d'investiguer à des altitudes plus élevées où on serait susceptible de trouver la rouille. Il serait intéressant de définir des zones de conservation prioritaires par modélisation spatio-temporelle de l'occupation de la rouille en fonction de différents scénarios climatiques. On propose également d'améliorer l'identification des espèces de myrtacées néo-calédoniennes par une approche DNA barcoding. Enfin, il est nécessaire de poursuivre la surveillance des populations de rouille sur le territoire afin de prévenir l'apparition de mutants ou de nouvelles introductions de souches virulentes. Nous passons maintenant au chapitre 2 qui va traiter du niveau de sensibilité des myrtacées face à l'infection d'Ostropocynapsidie. Donc pour tester ce niveau de sensibilité, on s'est basé sur un dispositif qui a été mis en place par le GDSV, le groupement de défense sanitaire du végétal. Donc ce dispositif, il comprenait 35 espèces de myrtacées réparties dans 11 genres, et ces 35 espèces de myrtacées sont les plus communément retrouvées dans les pépinières du territoire. Donc ce dispositif, il comprenait 6 individus au maximum par espèce, qui étaient entreposés dans une pépinière à ciel ouvert, et qui permettait donc une infection naturelle par des individus de Syzygium jambos constamment infectés et présents tout autour de la pépinière. Nous avons donc suivi l'infection sur plan entier de la rouille sur une période de 3 années. Sur ces 3 années, je suis allée toutes les 2 semaines faire des relevés d'incidence de sévérité de la maladie grâce à une échelle de sévérité allant de 0 à 6. 0 étant les individus ne présentant aucun symptôme. Les indices de sévérité de 1 à 3 signifient que l'infection est faible à modérée, et les indices de sévérité de 4 à 6 montrent une infection sévère, sachant que 6 étant la mort de la plante. Je vous présente maintenant les résultats de ce suivi. Donc sur 35 espèces de myrtacées, il y en a 10 qui sont non hôtes à la maladie, c'est-à-dire qu'aucun symptôme de la maladie n'a été relevé sur la période d'observation de 3 ans. Pour ces 10 espèces, nous supposons qu'il y a un mécanisme de résistance totale vis-à-vis du pathogène. Et nous avons donc détecté que 25 espèces sont hôtes à la maladie, donc qui expriment des symptômes de sévérité. Si on s'intéresse au score maximal de sévérité de la maladie pour chaque espèce, on s'aperçoit qu'il y a une variabilité interspécifique de la réponse à la rouille, avec des espèces qui vont avoir des scores maximales de sévérité de 1 à 3, donc une infection mineure à modérée, et des espèces qui vont avoir un score maximal de sévérité de 4 à 6, donc une infection sévère. En plus de cette variabilité interspécifique, on observe aussi une variabilité intraspécifique de la réponse. Et on peut voir cela avec l'incidence maximale de la maladie qui varie pour chaque espèce de 17% à 100%. Donc on a ici la coexistence d'individus sensibles et d'individus résistants au sein d'une même espèce. Donc les conclusions de ce chapitre sont qu'il y a une variabilité inter- et intraspécifique des réponses à la rouille par les myrtacées néo-calédoniennes. Ce type de réponse a aussi été observé chez les myrtacées australiennes pour lesquelles des inoculations contrôlées ont été faites. Donc on peut émettre l'hypothèse ici d'une variabilité génétique responsable de ces phénotypes de résistance ou de sensibilité. Et donc, il y a un potentiel pour la recherche de marqueurs pour la sélection de plants résistants. Dans les perspectives de cette étude, il sera intéressant de confronter ces résultats avec un nouveau protocole de phénotypage plus standardisé, c'est-à-dire en effectuant des inoculations contrôlées sur des plants entiers dans des serres contrôlant les paramètres de température, d'humidité et de photopériode. Il sera aussi intéressant de mesurer les paramètres de croissance tels que la hauteur des plants ou le nombre de nouvelles feuilles,
afin de vérifier l'impact de la maladie sur la croissance des plantes. Donc l'ensemble des données issues du chapitre 1 et du chapitre 2 fait l'objet d'un article publié dans la revue Forest Pathology. Nous passons maintenant au chapitre 3, qui est la mise en place d'une méthodologie pour la sélection de marqueurs de résistance à la rouille chez des espèces de myrtacées endémiques à la Nouvelle-Calédonie et par une approche RNA-seq. Donc le système immunitaire des plantes peut être comparé à une forteresse bien gardée. Il y a des remparts qui sont constitués par des barrières structurales comme la cuticule ou la paroi cellulaire des plantes. Les plantes ont aussi un système de surveillance bien développé avec des protéines ou des récepteurs membranaires et cytoplasmiques qui vont détecter la présence des pathogènes. Ces récepteurs vont envoyer un signal au noyau de la cellule végétale via un réseau de communication complexe qui fait appel à des hormones et des protéines MAP kinase. Ce signal va ensuite déclencher les réactions de défense qui vont être le renforcement des barrières structurales, la synthèse de composés toxiques antimicrobiens et le moyen de défense ultime de la plante qui est la mort cellulaire. La mort cellulaire, c'est un moyen pour la plante de limiter la propagation du pathogène donc, au sein de la plante hôte. En réponse à cela, le pathogène est capable d'évoluer et de s'armer de nouvelles stratégies afin de contourner les moyens de défense de la plante. Au niveau des barrières structurales, les champignons ont des mécanismes de pénétration comme l'apressorium qui vont forcer l'entrée dans ces barrières. Au niveau de systèmes de surveillance, il peut être dérangé par des effecteurs de virulence synthétisés par les pathogènes. Ces effecteurs de virulence vont avoir pour rôle d'améliorer en fait le développement du pathogène à l'intérieur de la plante. Ces effecteurs vont en fait détourner une partie des ressources de la plante au profit de la croissance du pathogène. Ils vont aussi désactiver les moyens de défense de la plante, comme la mort cellulaire. Certains pathogènes sont également capables de synthétiser des enzymes de détoxification du milieu. Donc, en réponse aux pathogènes, la plante va aussi évoluer afin de se protéger. Finalement, l'interaction entre une plante hôte et son pathogène peut se résumer à une course à l'armement où chacun des deux protagonistes va évoluer pour se vaincre l'un et l'autre. Et l'expression des mécanismes de défense chez les plantes peut être sous le contrôle d'un ou de plusieurs gènes. Dans le pathosystème Ostropouxinapsidie-myrtacée, on peut se demander quels sont les gènes exprimés en réponse à la rouille entre des individus résistants et des individus sensibles. Est-ce que ces mécanismes sont communs entre plusieurs espèces et comment identifier des marqueurs de la résistance? Pour répondre à ces questions, on va travailler sur les portions exprimées de l'ADN. Et on va effectuer deux types d'analyses indépendantes. Une analyse du différentiel d'expression entre des individus résistants et des individus sensibles, et une analyse de recherche de SNP discriminant. Donc pour effectuer ces deux analyses, on va travailler sur le transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des ARN messagers obtenus à partir des régions codantes de l'ADN dans un stade physiologique particulier de la plante. Les ARN messagers jouent le rôle d'intermédiaire entre le génome et le protéome. Et pour étudier ces ARN messagers, on a utilisé la technique du RNA-seq, qui est une technique de séquençage haut débit. Cette technique consiste à extraire les ARN messagers des plantes, à faire une rétrotranscription pour obtenir des ADN complémentaires, qui est une molécule beaucoup plus stable. Ces ADN complémentaires vont ensuite être séquencés et on va obtenir des séquences courtes qu'on appelle des reads, qui vont ensuite être alignées contre une référence. Donc l'intérêt du RNA-seq, c'est que c'est une technologie qui peut s'appliquer autant à des espèces modèles qui ont des ressources génétiques disponibles, mais également à des espèces non modèles qui n'ont pas de ressources génétiques. Dans le cas des espèces non modèles, justement, on a deux possibilités pour effectuer l'alignement des reads, en utilisant dans un premier temps le génome, le transcriptome de référence d'une espèce proche, ou en travaillant avec un transcriptome de novo.
Donc les modèles d'études que j'ai choisis pour ce chapitre, ça va être 3 espèces de myrtacées qui sont hôtes à la rouille et qui ont exprimé des patterns de réponse variés vis-à-vis de l'infection. Donc c'est un des résultats issus du chapitre 2. Donc ces espèces sont Ariastrum gumiferum, Tristanopsis glauca et Syzygium longifolium. Donc pour ces 3 espèces, j'ai échantillonné en pépinière des individus sensibles et résistants. J'ai également identifié, en milieu naturel, une population de Tristanopsis glauca qui avait également un panel de réponses variées à la rouille, allant du phénotype sensibilité au phénotype de résistance. J'ai choisi de traiter cette population à part de celle en pépinière pour vérifier l'impact du milieu sur l'expression des gènes. Donc au niveau de la méthodologie, j'ai extrait l'ARN des individus sensibles et des individus résistants au niveau de la plateforme du vivant de Nouméa. Je suis allée avec ces ARN à Montpellier pour effectuer un contrôle qualité sur bioanalyseur et pour construire les banques d'ADNC. Donc cela s'est fait au niveau du plateau technique de génotypage du CIRAD. Ces banques d'ADNC ont ensuite été envoyées à la plateforme Genotool de Toulouse pour être séquencées avec la technique Illumina iSeq 2500. Donc pour le traitement bioinformatique du séquençage, j'ai pu bénéficier de l'aide de la plateforme de bioinformatique SouthGreen. Et j'ai donc choisi une double approche pour réaliser l'alignement des reads. Une approche guidée avec le génome de l'Eucalyptus grandis, qui est un des génomes les plus complets dans la famille des myrtacées, et une approche de novo au cours de laquelle j'ai assemblé les transcriptomes de novo de chaque espèce. À partir de l'alignement de ces 2 types d'approches, on a réalisé une analyse de différentiel d'expression, et à partir de l'approche de novo, on a réalisé une recherche de variants nucléotidiques SNP. Le but ici, ça va être de trouver des gènes candidats en croisant les résultats de ces 2 approches. Donc, je vous présente ici les résultats pour les transcriptomes de novo de chaque espèce. Donc, en fait, pour construire les transcriptomes de novo, j'ai choisi l'individu qui avait le plus de reads pour représenter chaque espèce. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur cet histogramme, sur ces histogrammes en bleu. Ces transcriptomes de novo, je les ai ensuite améliorés en choisissant le transcrit le plus long pour représenter chaque gène. Donc c'est ce que vous avez représenté avec une couleur orange. Je vous présente maintenant les résultats de l'alignement des reads sur le génome de référence de l'Eucalyptus grandis versus les transcriptomes de novo de chaque espèce. On voit très clairement qu'on a un meilleur taux d'alignement en utilisant les transcriptomes de novo. Avec comme référence l'Eucalyptus grandis, notre taux d'alignement avoisine les 6%. Et donc on explique ce faible taux d'alignement par un éloignement phylogénétique de l'espèce Eucalyptus grandis par rapport aux myrtacées calédoniennes. Et vous avez maintenant les résultats du différentiel d'expression avec comme référence le génome de l'Eucalyptus grandis. Donc pour calculer le différentiel d'expression, on a utilisé le fold change, qui est un ratio qui va mesurer l'expression d'un gène en fonction de 2 conditions. Le seuil de significativité du log de fold change a été déterminé à 1, ce qui correspond à un ratio de 2 entre les 2 conditions. Et le taux de faux positif a été mis à 10%. Donc pour résumer, un log de fold change supérieur ou égal à 1 va définir des gènes surexprimés. Un log de fold change inférieur ou égal à -1 va définir les gènes sous-exprimés. Vous avez ici une représentation graphique sous forme de plot smear pour les différentes espèces, avec, comme par exemple pour l'espèce Ariastrum gumiferum, 3919 gènes surexprimés chez les sensibles et 808 gènes sous-exprimés chez les sensibles. On peut voir ici que l'espèce Tristanopsis glauca a beaucoup moins de gènes différentiellement exprimés que sur les espèces Ariastrum et Syzygium. Vous avez maintenant ici un diagramme de veine qui vous montre les gènes surexprimés chez les sensibles des 3 espèces en utilisant les alignements avec le génome de référence de l'Eucalyptus grandis.
Et donc, vous pouvez voir qu'il y a 31 gènes qui sont surexprimés et en commun entre les individus sensibles de ces 3 espèces. Si on s'intéresse à la fonction de ces 31 gènes, on voit qu'il y en a 14 qui ont des fonctions connues pour être impliquées dans l'interaction plante-pathogène, comme par exemple les chitinases, qui sont des enzymes qui vont reconnaître la chitine, le composant de la paroi cellulaire des champignons. Vous avez maintenant ici le même type de diagramme de veine, mais qui cette fois-ci vous montre les gènes sous-exprimés chez les sensibles des 3 espèces. On voit ici qu'il n'y a aucun gène en commun sous-exprimé chez les sensibles de ces 3 espèces, donc il n'y a pas possibilité de faire de marqueurs génériques. Cependant, on voit qu'il y a de nombreux gènes sous-exprimés chez les sensibles et spécifiques à chaque espèce. Et on va s'intéresser particulièrement au cas de Syzygium longifolium. Alors, j'ai réalisé une analyse d'enrichissement en termes d'inontologie à partir de ces 1134 gènes sous-exprimés chez les sensibles et spécifiques à Syzygium longifolium. Donc, l'analyse d'enrichissement va permettre en fait d'identifier les grandes fonctions biologiques exprimées par ces gènes différentiellement exprimés. Donc, sur ces 1134 gènes, on a 435 annotations d'inontologie et 67 sont significativement représentés parmi ces gènes sous-exprimés. Donc, parmi ces termes significativement représentés, on a pu détecter 160 gènes candidats statistiquement liés à l'expression d'enzymes connus pour être impliqués dans la synthèse de composés antimicrobiens, comme par exemple les carboxypeptidases, mais également des processus liés au renforcement des parois cellulaires. Je vous présente maintenant le résultat du différentiel d'expression avec comme référence les transcriptomes de novo. Donc, comme précédemment, on travaille sur le log de fold change. On a choisi un seuil de significativité log de FC de 1 et un taux de faux positif de 10%. Donc, pour l'espèce Ariastrum gumiferum, par exemple, on a 2293 gènes surexprimés chez les sensibles et 6556 gènes sous-exprimés chez les sensibles. Et comme précédemment, on peut voir que l'espèce Tristanopsis glauca a toujours moins de gènes différentiellement exprimés que les autres espèces. Nous allons encore une fois nous intéresser au cas de Syzygium longifolium. Nous avons réalisé une analyse d'enrichissement en termes d'inontologie à partir des 1781 gènes sous-exprimés chez les sensibles. Donc à partir de ces 1781 gènes, on a fait une annotation sur le génome de l'eucalyptus pour détecter 685 gènes qui ont été annotés avec des termes d'inontologie. On en a trouvé 200. Et 45 termes d'inontologie sont significativement représentés parmi les gènes sous-exprimés chez les individus sensibles de cette espèce. Parmi ces termes d'inontologie, on en retrouve qui codent pour le renforcement de la paroi cellulaire et également pour des protéines de défense. On a effectué également une analyse d'enrichissement en termes d'inontologie, cette fois-ci sur les 2809 gènes surexprimés chez les sensibles de Syzygium longifolium. Donc sur 2809 gènes, on en a annoté 1326 avec le génome de l'eucalyptus et on a trouvé 158 termes d'inontologie. Et parmi eux, 60 étaient significativement représentés parmi ces gènes surexprimés chez les sensibles. Parmi ces termes significativement représentés, on trouve de nombreuses fonctions impliquées dans la reconnaissance du pathogène, par exemple la réponse au stimulus biotique et également des chitinases qui vont reconnaître la chitine de la paroi cellulaire des champignons. Il y a l'induction de mécanismes de défense, mais qui vont se révéler insuffisants vis-à-vis du phénotype de ces plantes sensibles. Je vous présente maintenant le résultat du SNP calling qui a été mené sur les alignements avec les transcriptomes de novo et avec la méthode GATK Unified Genotyper. Donc vous avez en bleu le nombre de SNP filtrés pour chaque espèce qui varie donc de 80 000 à plus de 120 000 SNP.
J'ai ensuite regardé les SNP qui permettaient de discriminer les phénotypes résistants des phénotypes sensibles pour chacune de ces espèces. La proportion de SNP discriminants est comprise entre 1 et 3% pour chacune des espèces. J'ai croisé la position de ces SNP discriminants avec celle des gènes différentiellement exprimés trouvés avec les alignements sur transcriptome de novo. Et j'ai trouvé 29 SNP situés dans des loci différentiellement exprimés pour l'espèce Ariastrum gumiferum, 63 SNP situés dans des loci différentiellement exprimés pour l'espèce Syzygium longifolium, un SNP pour discriminant dans un loci différentiellement exprimé pour l'espèce Tristanopsis glauca en milieu naturel, et 0 SNP pour l'espèce Tristanopsis glauca sur Farino. Donc les SNP discriminants que j'ai trouvés dans les gènes différentiellement exprimés constituent les gènes candidats que je cherchais dans cette étude. Je me suis également aperçue qu'il y avait de nombreux SNP discriminants, mais qui n'étaient pas situés dans des régions différentiellement exprimées. Donc ce nombre de SNP, il est supérieur à 1000 à chaque fois pour chaque espèce. Ces SNP constituent une autre source potentielle pour la recherche de gènes candidats. J'ai ensuite regardé l'effet de ces variants SNP pour une des espèces qui est Syzygium longifolium avec le programme SNPEF. Et sur 63 SNP, j'en ai trouvé 31 qui étaient des mutations non synonymes et un codant stop. Vous avez sur ce tableau des exemples de mutations non synonymes dans des gènes différentiellement exprimés pour l'espèce Syzygium longifolium. Avec en rouge les gènes qui sont surexprimés chez les sensibles et en vert les gènes sous-exprimés chez les sensibles. Donc nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce gène qui est une voile associative de récepteur kinase qui est surexprimé chez les sensibles. Vous avez ici un outil de visualisation des données NGS que l'on appelle JBROS avec en haut la séquence de référence. Ensuite, le nom du locus, qui est donc la wall associated récepteur kinase, le niveau d'expression et le résultat du SNP calling. Donc les individus qui sont en vert vont représenter les individus résistants et les individus en rouge sont les individus sensibles. La référence, elle, est résistante, présente un phénotype de résistance à la rouille. Donc au niveau de ces SNP, on voit que les individus résistants sont homozygotes avec la référence qui, elle aussi, est résistante. Les individus sensibles, eux, sont hétérozygotes par rapport à la référence, elle, qui était résistante. Donc, on a ici un SNP avec un changement d'une adénine vers une guanine qui entraîne un changement d'acide aminé d'une méthionine vers une valine. Vous avez donc ici l'exemple d'une mutation non synonyme qui induit un changement dans l'acide aminé de la protéine et qui pourrait être une explication au phénotype de sensibilité. L'ensemble des données qui ont été générées dans cette thèse au niveau de ce chapitre 3, donc les données de différentiel d'expression, de SNP calling, d'alignement et les transcriptomes de novo, seront accessibles via un portail web. Ils feront également l'objet d'un article à soumettre dans la revue GigaScience. Je vais maintenant passer à la conclusion générale ainsi qu'aux perspectives. Donc après 4 ans de suivi de la rouille en Nouvelle-Calédonie, on a pu voir les conséquences écologiques et économiques de cette maladie. On a pu voir qu'un seul génotype de rouille était présent sur le territoire et qu'il existait une variabilité des phénotypes de réponse de myrtacées vis-à-vis de cette maladie. Donc on a donc là les bases pour mettre en place une stratégie de lutte basée sur la sélection de plants résistants. Pour cela, on a choisi une approche de transcriptomique et on a mis en place 4 transcriptomes d'espèces non modèles et endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça constitue une nouvelle source disponible pour la génomique comparative. On a identifié que certaines réponses de sensibilité étaient communes aux 3 espèces de myrtacées que l'on a étudiées. Les mécanismes de résistance sont quant à eux spécifiques à chaque espèce.
On a identifié de nombreuses sources de gènes candidats potentiels à partir de l'étude de différentiel d'expression et également à partir du SNP calling. On a également validé notre approche qui consistait à croiser les gènes différentiellement exprimés avec les SNP pour identifier des gènes candidats un peu plus robustes pour la sélection. Dans les perspectives immédiates de cette étude, il faudrait valider expérimentalement les gènes candidats identifiés chez Syzygium longifolium par RT-qPCR et sur un plus grand nombre d'individus. Il faudrait également tester l'héritabilité de ces gènes candidats sur plusieurs générations. Et il serait également intéressant d'explorer le potentiel des autres sources de gènes candidats que constituent les SNP discriminants non différentiellement exprimés. Dans les futures perspectives de ce travail, il serait intéressant de confronter ces résultats avec une nouvelle analyse de différentiel d'expression comportant plus de réplicas biologiques et dans un cadre plus contrôlé, avec des inoculations contrôlées et une cinétique. Alors l'un des points les plus difficiles de ce travail, ça a été les analyses bioinformatiques. Et comme on l'a vu au niveau du séminaire de mardi, les protocoles d'analyse bioinformatique sont en constante évolution. Donc il serait intéressant d'améliorer les protocoles d'analyse bioinformatique utilisés dans cette thèse avec les nouveaux protocoles qui sortent, notamment pour les assemblages, l'alignement, les annotations, les filtres SNP, etc. Il serait également intéressant de suivre l'expression des gènes candidats par marquage GFP afin de localiser à quel niveau dans le tissu de la feuille s'expriment ces gènes. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite également pour remercier l'ensemble des institutions qui m'ont permis de réaliser cette thèse, donc l'Institut agronomique néo-calédonien, le CIRAD, la Province Sud, la Société Glencore, et je remercie aussi très chaleureusement toutes les personnes et toutes les institutions qui m'ont aidé à réaliser ce travail. Merci beaucoup.